messieurs, bienvenue à vous. Vous êtes actuellement sur Vox Africa pour votre émission Vox Live. Cette émission qui parle des sujets qui traitent de l'actualité africaine, qui parle des Africains et bien sûr de sa diaspora. Alors aujourd'hui, le thème que nous avons décidé d'aborder, c'est l'Afrique. L'Afrique et la démocratie. Quel modèle de démocratie pour l'Afrique ? Alors, je suis entouré de 3 personnalités que vous connaissez déjà. Nous avons Armand Iré. Comment allez-vous? Bonjour à tous. Vous êtes journaliste. On enchaîne avec Frédéric Tchungui. Bienvenue à vous. Vous êtes analyste politique. Et on termine avec Babadem. Bonjour. Babadem, vous êtes journaliste. Bonjour à vous 3, messieurs. Alors, bonjour. Je réitère le thème. Quel modèle de démocratie pour l'Afrique? C'est le sujet qu'on abordera aujourd'hui. Mais avant, on va parler de Joe Biden. On avait parlé il y a quelques jours ici en se disant, va-t-il se retirer? Oui, non. Pour le coup, retrait de Joe Biden. Pourquoi, à votre avis, Joe Biden jette-t-il l'éponge? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, c'est ce que j'avais souligné sur le plateau précédent, son état de santé. Le fait que... pourtant, il disait qu'il allait bien, il disait que tout allait bien. Il est plus proche de la sénilité qu'autre chose aujourd'hui. Vous avez vu ces différents manquements lors de ses prises de parole tout récemment. Au sommet de l'OTAN, il a appelé le président ukrainien Poutine. Président Poutine. Ensuite, il a appelé sa vice-présidente Kamala Harris. Il a changé en un homme. Il a appelé Donald Trump. Au vu de tout ça, de tout cet assemblage, je trouve le mot, il était préférable pour les démocrates. Même s'il voulait s'incruster, de le déboulonner de son fauteuil présidentiel et de dire il est temps de prendre ta retraite. Mais je pense qu'il a été assez intelligent. Il a décidé de partir de lui-même. Parce que malgré toutes ces erreurs qui sont faites sur plusieurs jours, il continue à dire, moi je suis prêt, j'irai aux élections, j'attends avec hâte septembre pour affronter Donald Trump. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre ces mots et finalement son retrait? Son état de santé, c'est ce que je veux dire. Alors je pense que d'abord d'un point de vue géostratégique et géopolitique, les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'avoir un dirigeant qui est faible. De par leur positionnement dans le monde et aussi de par la vision qu'ils ont du monde, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un président qui est vacillant. Donc c'est pour cette raison, je pense, premièrement, qu'il se désiste. Il a été contraint à se désister ou il l'a fait de lui-même, selon vous? Non, je pense qu'il a été contraint et aussi, je pense que son camp a quand même analysé les couacs, comme l'a évoqué monsieur le journaliste, les couacs qui ont été faits par Joe Biden à répétition. Ce n'est pas que, oui, ce n'est pas que les deux éléments que vous avez... oui, il est aussi tombé. Effectivement, donc c'est un président qui aujourd'hui, je pense, n'est plus en capacité, et je pense que nous l'avons tous vu en capacité d'exercer sa fonction. Parce qu'il est trop vieux, Babadem? Parce que finalement, si on compare avec les présidents africains, il n'est pas si vieux que ça va. En plus, par rapport, déjà, l'écart d'âge avec Trump n'est pas aussi considérable. Mais je pense qu'il y a surtout un facteur qui a changé les choses. Moi, je dis qu'il a été contraint, mais ce qui a accéléré ça, c'est juste ce moment, cette semaine, entre la tentative d'assassinat de Trump, qui a eu un aura extraordinaire. On a mis en cause les services secrets. Donc on disait que quelque part, les services secrets, il y avait la thèse du complotisme, mais au-delà de ça, c'est que Trump avait changé, parce que juste après, donc l'assassinat, la tentative d'assassinat, c'était le samedi, ou vendredi soir, ou samedi soir. La convention, sur les 4 jours de convention du Congrès des Républicains, ça s'est passé du lundi au jeudi. Et du lundi au jeudi, on voyait Trump comme un nouveau messie. D'ailleurs, il avait changé son discours en disant l'unité des États-Unis, il parlait des Noirs, des Mexicains. Donc, il avait changé de logiciel et on ne parlait que de Trump. Et je pense que c'est au 3e jour de la convention, avant le discours de Trump, qu'il y a eu 50 démocrates qui ont commencé à dire, là, la soupe est pleine. Il faut que Joe Biden s'en aille parce qu'il y a eu effectivement tout ce que vous avez dit au départ. Donc ça veut dire que la tentative d'assassinat a poussé Joe Biden dehors. Et puis c'est même pas... Joe Biden voulait rester, hein, parce que quand ils se sont levés, c'était mercredi. Jeudi, il y a eu beaucoup... D'ailleurs, si on regarde bien, Sky News, la chaîne américaine, avait titré « Obama est inquiet de la candidature qu'on maintient comment il s'appelle, de Biden. » Et on cite le nom d'Obama dans la prise de décision d'écarter Joe Biden, même si c'est dans les coulisses. Exactement. Je pense que, moi je dis, contraint ou pas,
Joe Biden a prêté le flanc. Et après, on lui a montré après ce dont les sondages. Et on lui a dit, dans les pires des cas, tu ne peux même pas avoir 20%. Il y avait 12 points d'écart entre lui et Donald Trump. Et donc, 12 points d'écart. Effectivement, le point d'orgue, c'est vraiment cet attentat qui a fait monter Donald Trump dans les sondages. Et après, l'unité des Républicains, parce que le colistier, le vice-président qu'on a choisi pour Donald Trump, c'était Vance, c'était l'ennemi de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il disait, celui qui vote pour Trump est un nazi. On a ressorti ses propos, ses propos, mais il y avait une unité républicaine. Donc les démocrates ont dit, même moi j'ai il y a quelques démocrates qui disaient, même moi j'ai de la sympathie pour Trump. Donc il fallait passer vite. Et c'est pour ça que même Kamala Harris, on va lui éviter de passer par le vote des congrès pour éviter qu'on donne des balles à l'administration. En parlant de Kamala Harris, donc la vice-présidente des États-Unis, semble être favorite pour succéder à Joe Biden, mais ce n'est pas encore fait, on le dit, ils ont encore un mois. Oui, elle est favorite. On sait qu'elle a eu beaucoup de soutien de la part des démocrates. Je le dis et je m'assois là-dessus, elle est la seule favorite. La plupart des délégués penchent pour elle. La plupart de ceux qui ont une voix au niveau du Parti démocrate penchent pour elle. Même au niveau de la Chambre des représentants, au niveau du Sénat, c'est au Sénat que... Elle semble faire effectivement l'unanimité. Voilà, elle semble même pas faire l'unanimité, elle fait l'unanimité. Et je me dis que c'est un atout indéniable pour les démocrates d'avoir choisi ce joker-là, parce que dès qu'elle a été annoncée en liste, elle est remontée de manière spectaculaire dans les sondages. Et elle a 2 points de Trump. Est-ce que, selon vous, elle pourra faire trembler Donald Trump? Moi, je pense qu'il est très important d'abord de regarder le profil de Kamala Harris. Qui est-elle? C'est une afro-américaine indienne. Elle est juge en Californie. Donc, ce qui fait que, vous savez, procureur en Californie. Et ce qui fera que pendant le débat, vous savez que Donald Trump doit être jugé en septembre. Elle pourra avoir des éléments durant le débat pour dire à M. Trump que voilà, vous êtes jugé pour tel et tel. Et ce qui avait manqué à Joe Biden. Tout à fait. Évidemment, donc, en fait, elle pourra aller directement droit au but et toucher Trump là où il faut le toucher. Donc, je pense que c'est une super candidate. Aussi, c'est une femme. Et peut-être, mais ça peut être... Et peut-être que cet atout-là peut jouer réellement. Mais ça peut être aussi vu comme étant un point négatif. Aussi, mais peut-être parce que femme est noire. Moi, ce que je veux dire, c'est que les démocrates sont des briseurs des symboles ou de la forme établie. Bien sûr. Ils nous ont mis un président noir à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, ils reviennent avec une femme. On peut ne pas être d'accord avec eux, on peut ne pas sympathiser avec eux, mais c'est des gens qui osent quand même. Ils osent. Et puis, Kamala Harris a déjà lancé des accusations assez fortes. Elle a traité déjà Donald Trump d'escroc. Et il y a une autre injure qui m'échappe. Donc, elle a déjà placé son réquisitoire et on attend le prochain débat. Je suis sûr que on va bien s'en sortir. Juste pour revenir sur le fait que ce soit une femme, sachant que moi j'ai participé à la campagne de Hillary Clinton en 2016, la raison pour laquelle Hillary Clinton perd, ce n'est pas parce que c'est une femme. C'est-à-dire que je pense que les Américains l'avaient déjà adopté. Le gros problème, c'était tout ce qu'il y avait eu avant, c'est-à-dire au niveau de la campagne, toutes les fuites, il y avait eu des fuites au sein du gouvernement, qui fait que, au sein de sa campagne, pendant sa campagne, quand elle était au ministère des Affaires étrangères. Tout à fait. Elle a donné, entre guillemets, des informations. Il y a des informations qui ont fuité, c'est ça qui l'a rattrapé. Mais je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis sont prêts à accueillir une femme afro-américaine, procureure, qui pourra diriger le pays. Mais il y a longtemps qu'ils sont prêts quand même pour changer de paradigme. C'est le moment. C'est ce qu'il disait. Donc, elle a eu beaucoup de soutien, vous l'avez dit tout à l'heure, les démocrates sont plutôt unanimes la concernant, mais on n'a pas eu encore le soutien officiel de Barack Obama. Il l'a pas ouvertement dit, il a dit oui, il pense que les démocrates vont pouvoir choisir le meilleur candidat, la meilleure candidate pour l'élection présidentielle, mais il n'a pas dit officiellement le nom de Kamala Harris. C'est une voix assez prépondérante au sein Bien sûr, mais c'est la raison pour laquelle... Ce que je veux dire, c'est que c'est une voix et ce n'est qu'une voix. Voilà. Même pour aller au vote, ce sera toujours une voix. Donc, qu'il s'exprime en bien ou en mal sur Kamala Harris, et je pense qu'il va tout faire pour s'exprimer en bien. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas réagi maintenant, mais je pense qu'il a tout le temps de réagir
les élections courent jusqu'en Oui, mais c'est quand même très peu de temps. Après, il y a aussi l'urgence. C'est vrai que Kamala Harris, il y a l'urgence. Le congrès est au mois de septembre. En tout cas, le congrès des démocrates, août ou septembre. C'est août. En août. Il y a cette urgence. Et c'est pour ça que même au-delà de ça, il y a eu 50 démocrates qui ont tout de suite, de gouverneurs, qui ont tout de suite donné leur soutien à Kamala Harris, ce qui a fait accélérer les choses. Et Nancy Pelosi aussi, celle qui se disait « j'allais attendre », elle a été contrainte d'apporter son soutien à Kamala Harris. Et autre chose par rapport à Trump... contrainte, en fait. Non, en fait, l'urgence... C'est elle qui a soulevé en direct qu'on avait un problème avec la candidature de Joe Biden. Oui, mais c'est l'urgence, je veux dire. Voilà. Dans tous les cas, il n'y a pas d'autres... Quand on parlait de contraintes, c'est comme si on la forçait à soutenir Kamala. Dans tous les cas, il n'y a pas d'autres candidats au niveau... Michelle Obama? Si, il y avait... un candidat crédible qui peut faire gagner. Non, si ça s'était passé au mois de janvier, par exemple, là, effectivement, on aurait eu le temps de trouver le candidat. Voilà. Effectivement, l'urgence est là. Et tout ça, il y a l'urgence. Mais est-ce que Barack Obama, c'est peut-être pas positionné parce qu'il prépare éventuellement sa femme, Michelle Obama, on entend cela. En 2-3 mois là, il peut pas... Mais attention, c'est quand même Barack Obama qui est le président. Ce que j'avais entendu au départ pour Barack Obama, c'est que on s'est dit, ok, Biden s'est désisté, il se peut qu'il y ait une primaire et que, bon, forcément, il fallait qu'il soit en position au dernier moment pour se décider. Mais je voulais rajouter juste une dernière chose, c'est que ça bouleverse le narratif de Donald Trump, qui, lui, s'attaquait que à Joe Biden, Sleepy Joe. Joe Biden, son âge, sa façon même de parler, le fait qu'il soit sénile. Et donc, tout leur narratif, c'était ça. Donc, et là... c'est vrai qu'il va falloir changer les discours. Donc, vous n'avez pas répondu à ma question. Michelle Obama peut-elle peut-être... Oui, c'est une question à laquelle il est bien de répondre. Barack Obama est silencieux. Dans votre question, est-ce qu'il prépare la candidature de son épouse? Pourquoi pas? Moi, je ne pense pas. Ça peut être vrai. Moi, je ne pense pas. Non, mais elle a clarifié les choses. Elle a dit que ça ne l'intéresse pas. Non, je ne pense pas. Pourquoi? Elle a clarifié. Je pense que ce n'est pas son moment. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé au moment de Michelle Obama. C'est-à-dire qu'il y a quand même une préparation avant cela. Elle ne peut pas, un an et demi avant les élections, se déclarer comme ça. Je pense qu'il faut préparer le terrain pour elle. Et peut-être qu'après Kamala Harris, ce sera Michelle Obama. Moi, ce que je veux dire, c'est que Kamala Harris est la candidate idéale pour le Parti pour le Parti démocrate. C'est avec elle qu'ils pourront accomplir, je ne parle pas de miracle, mais qui pourront accomplir un exploit le 4 novembre. Donc, je réitère ma question. Est-ce que vous considérez que c'est un poids légitime, un poids pesant face à Donald Trump? Elle a clairement ses chances aujourd'hui. Moi, papa, je pense qu'elle pèse plus que Donald Trump. Parce que ce monsieur, c'est vrai, je n'ai pas son bilan en termes de chiffres actuellement, mais je pense qu'il a bien géré les États-Unis. Mais surtout, c'est un cinéaste. Il a créé pas mal de scénarios autour de lui et il est rattrapé par la justice. C'est pour la première fois que je vois un candidat qui a maille à partie avec la justice de son pays, et surtout aux États-Unis. Alors personnellement, je pense que c'est la candidate idéale. C'est la candidate idéale, pourquoi? Parce qu'elle est son reflet, mais dans l'autre sens. Une femme juge qui est aux affaires depuis longtemps, qui connaît bien les rouages du pays, qui a fait campagne pour Joe Biden et qui est, entre guillemets, militante démocrate depuis très longtemps. Donc, elle connaît les rouages du parti. Elle a le parti avec elle aujourd'hui. Le Parti démocrate, c'est une machine de guerre. Donc, ce qui fait qu'elle est totalement en position de prendre, et aussi, elle n'a pas de couac, c'est-à-dire il n'y a pas une affaire Kamala Harris. Pour l'instant, attendons qu'elle rentre dans la course. Mais pour l'instant, mais aujourd'hui, si on se base un an et demi avant l'élection présidentielle. Aujourd'hui, logiquement, c'est la candidate idéale. La candidate idéale, quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'autre candidat. C'est-à-dire que candidate idéale, c'est... plus connu en plus. Et presque même par défaut. En gros, si ce n'est pas Kamala Harris, ça serait qui? Aime Joe Biden, malgré les couacs qu'il a commis, il a déjà choisi sa candidate. Ils vont faire avec. Il a dit qu'il fallait Kamala Harris. Voilà, elle est candidate. On n'a pas le choix de prendre Kamala Harris. Et pendant 4 ans, Kamala Harris, on n'a pas
sur la scène médiatique où on l'a pas trop vu. Donc on peut pas trop l'attaquer sur le bilan de Biden. Mais seulement c'est qu'elle a dit qu'elle adore Joe Biden et qu'elle est comptable. Elle est obligée aussi de dire ça. Elle est obligée. C'est sa vice-présidente. Mais il y en a qui, même dans leur fauteuil de vice-président, ils auraient pu lâcher le président. Mais elle a dit qu'elle adore Joe Biden et qu'elle est responsable de sa politique. Elle n'a aucune raison de le lâcher. C'est la politique, ça. Elle n'a aucune raison. Évidemment, elle n'a aucune raison de le lâcher. Et puis, lui ne l'a pas lâché puisqu'il a attrapé sa main pour dire c'est toi la seule qui peut me représenter. C'est toi. Rendez-vous fin août pour savoir qui va prendre la tête du Parti démocrate, qui va représenter le Parti démocrate aux élections présidentielles. Kamala Harris, oui, non, eh bien, on aura la réponse incessamment sous peu. Allez, on poursuit cette émission avec le thème du jour. Quel modèle de démocratie pour l'Afrique? C'est une question très importante et forcément, il y a beaucoup de débats autour de cette question-là. Alors, d'abord, on va bien situer les choses. C'est quoi la démocratie? C'est quoi la démocratie? Quels sont les aspects de la démocratie? En quelques mots, c'est quoi la démocratie? C'est le pouvoir au peuple? On peut résumer cela. Logiquement, c'est le pouvoir au peuple. Mais je pense que la question, même si elle est très bien posée, je pense que la question serait plutôt quel est le régime politique qui irait mieux à l'Afrique? Ça, on va en venir. C'est pour ça que, écoutez bien la question. C'est quoi la démocratie? Donc, le concept de démocratie. Le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Exactement. Quels sont les aspects de la démocratie? On parle vraiment aux téléspectateurs. Le vote, on élit les représentants. La possibilité de se rassembler, la possibilité de créer un parti politique, la possibilité de pouvoir se faire représenter. Bien sûr. Et la séparation des pouvoirs. Encore une fois, on a des téléspectateurs qui nous regardent. Donc c'est très important aussi d'être pédagogue. Le pluralisme politique, je ne sais pas si quelqu'un l'a dit, la transparence au niveau des votes, c'est quoi encore? La proximité entre le pouvoir et le peuple, parce que le pouvoir dépend du peuple et est élu par lui. Bien sûr. Et la liberté d'expression. Les libertés fondamentales, effectivement, c'est-à-dire pouvoir s'exprimer, la liberté de la presse, effectivement. La liberté en général, la liberté en général, exactement. Donc voilà. Voilà la démocratie, voilà le concept de démocratie. Maintenant, quand on transpose au continent africain, est-ce qu'on peut aujourd'hui citer des pays africains qui respectent un peu plus ou moins donc, ces aspects de la démocratie? Moi, je pense qu'on peut citer le Sénégal. Honnêtement, je pense qu'on peut citer le Sénégal. Cela s'est vu avec les dernières élections. Il y a eu tout un jeu démocratique et c'est aussi ça qui fait la beauté de la démocratie, c'est que le parti au pouvoir a usé de toutes les possibilités démocratiques qu'il avait à portée de main pour pouvoir, pour faire le jeu politique. Et au final, on a vu que c'est l'opposition qui est passée. Donc je pense que moi, déjà, le Sénégal, c'est un modèle de démocratie. Il a usé aussi des choses non conventionnelles. En tout cas, le Sénégal a été cité. Il allait juste à la CEDEAO pour revendiquer le fait que les mandats ne soient pas circonscrits dans certains pays comme le Sénégal. Macky Sall est allé à la CEDEAO pour revendiquer cela. Ça, il faut le souligner. Donc, il n'a pas revendiqué sa position par les lois, même s'il en a abusé et usé, mais il a aussi voulu prendre les devants en allant à la CEDEAO. Bon, il n'y a pas de démocratie parfaite, il y a des petites dérives. Mais bien sûr, évidemment, mais sinon, il y a des indices pour mesurer la démocratie, bien sûr. Hein. Par exemple, on utilise souvent celui de l'intelligence économique, comment il s'appelle? Oui, l'Economist Intelligence, qui donne des indices sur la façon dont on peut mesurer donc, la démocratie dans les pays. Effectivement, le Sénégal en fait partie. Bien joué, Frédéric. Il y a d'autres pays. Il y a le Ghana, par exemple, aussi, qui est considéré comme un pays plus ou moins... Oui, le Ghana est un pays démocratique. Démocratique, tout à fait, exactement. Dans l'ensemble, c'est un pays démocratique. Il y a le Cap-Vert aussi, qui est cité en exemple aussi. Le Cap-Vert. Le Bénin, j'en ai entendu parler aussi. Effectivement. Et le Bénin était sur la voie démocratique juste avant l'arrivée de Talon. Quand Talon est arrivé, il a balisé le terrain et il s'est imposé en dictateur. Parce que bien avant lui, après les conférences nationales au niveau du Bénin et autres, le Bénin était sur la voie de la démocratie. On a assisté à l'arrivée de Yahi Boni. Et après tout cela a chamboulé. Et le Bénin aujourd'hui est en pleine dictature. Et je pense pleine dictature carrément franchement, c'est difficile, hein, vous êtes catégorique. Laissez-moi m'exprimer. Patrice Talon, il gère mal son pays. Il gère mal son pays. Et le Bénin est sur la voie de la démocratie. Et je pense que En pleine dictature carrément. Vous êtes catégorique. Laissez-moi m'exprimer. Patrice Talon, il gère mal son pays. Il gère mal
A-t-il changé la Constitution? Non, pas pour il n'a pas changé la Constitution, mais il use de son pouvoir de président qui lui donne tous les droits pour essayer de gérer son opposition comme il entend et comme il le veut. On a la preuve que c'est Mme Médougou, non? Ça fait 20 ans qu'elle a pris une peine de 20 ans. Elle est en prison. C'est-à-dire qu'il use de sa capacité de mettre ses opposants en prison et il en use vraiment fermement. Et pour moi, le Bénin aujourd'hui est dans une dictature pas possible. D'accord. Donc, bon. Je le dis. Vous le dites, Baba n'est pas d'accord. Guy Marius Sagna le dit aussi. Donc, bien sûr, bien sûr. De toute façon, on reparlera du Bénin et on en a même parlé. Si vous souhaitez voir l'émission, n'hésitez pas à aller sur notre page YouTube ou Facebook. Alors, on continue. On a donné quelques pays qu'on considère plus ou moins démocratiques. Maintenant, parlons du modèle démocratique qui irait le mieux à l'Afrique, selon vous. Est-ce que déjà le modèle que nous avons actuellement, lorsqu'on a défini la démocratie, est-ce que vous considérez que le modèle que nous avons est-il adapté aux pays africains? Personnellement, je pense que le modèle démocratique tel qu'on vient de le décrire ne convient pas à l'Afrique subsaharienne. Pourquoi? Parce que nous avons un modèle qui est basé sur la hiérarchie et sur la gérontocratie. De manière générale, lorsque l'on regarde, entre guillemets, dans les villages et aussi dans les familles, en général, ce sont les anciens qui prennent les décisions et économiquement, en général, c'est eux qui pèsent. Donc, je pense que notre système, le système qui irait le mieux à l'Afrique subsaharienne, c'est le système social, libéral, gérontocratique. C'est-à-dire social, pourquoi? Parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait une discussion entre les diverses parties prenantes. Libéral, pourquoi? Parce que c'est ceux, entre guillemets, qui ont les possibilités économiques. Et gérontocratique, pourquoi? Parce que c'est basé, en général, le pouvoir africain est basé sur le droit d'aînesse. Je vous renvoie sur le livre de Jean Ziegler qui parle du pouvoir africain. C'est très bien expliqué là-dedans. Et ça, c'est vraiment, pour moi, je pense que c'est le système qui nous irait le mieux. D'accord. Donc je repose la question, est-ce que vous considérez que le modèle démocratique, comme on l'a défini, est-il adapté au continent africain? Pour moi, il est adapté. Il est adapté parce que on vote, on met en place des règles, on les respecte, on élit un candidat. On parle de démocratie aujourd'hui parce que les dirigeants, la plupart des dirigeants africains sabotent le processus démocratique dans leur pays. C'est pourquoi on parle de démocratie. Sinon, c'est tellement bien agencé. Les règles sont là, les candidats se dévoilent, il y a une structure qui gère les élections, on vote calmement, tranquillement. Bien sûr. Donc, parce que ce que vous dites, c'est voilà. Le pouvoir appartient au peuple. Au peuple. Déjà rien que ça, par définition. Le pouvoir appartient au peuple et je pense que toute personne, tout citoyen peut prétendre à diriger son pays parce que s'il a la capacité de le faire, il peut le faire. Je m'inscris, quand je réfléchis trop en ce qui concerne la démocratie en Afrique, je m'inscris contre les partis politiques. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas encore prêts véritablement à nous donner des atouts démocratiques pour gérer les pays. Et pour le coup, c'est la question. C'est-à-dire que le modèle démocratique comme défini, c'est beau, c'est bien, bon. Sur le papier, c'est très bien. Voilà. Mais est-ce que c'est le moment pour l'Afrique? Parce qu'il faudrait se poser la question de savoir. Il faudrait se poser la question de savoir pourquoi ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est très bien ce que vous avez énuméré. Je trouve ça très, très, très parfait. Tout à fait. Mais il faudrait se poser la question pourquoi, lorsqu'on a essayé de transposer ça, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est les hommes. C'est les hommes, pourquoi? Parce que peut-être ce modèle n'est pas adapté à nos réalités. N'est pas adapté aujourd'hui, éventuellement. On peut même le rajouter aujourd'hui. Ou pas, mais n'est pas adapté. Même demain, même après-demain, les hommes africains ont toujours la capacité de détruire tout ce qu'ils créent. Ça, il faut qu'on le sache. La démocratie, nous ne l'avons pas créée, elle nous a été imposée. Oui. Attention. Bon, c'est vous qui dites qu'elle a été imposée. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Lorsque vous regardez, je vais vous prendre un exemple clair. À la fin de la guerre froide, en 1990, lorsqu'il y a un renouvellement, entre guillemets, de président, parce que si vous regardez bien, vous regardez l'histoire de la politique de l'Afrique, je termine juste après. Voilà.
vous verrez qu'en 90, il y a un changement de chef d'État. Et donc, cette démocratie, après la victoire des États-Unis, ils nous l'imposent. Ils disent aux dirigeants africains qui travaillaient avec eux, qui collaboraient avec eux, qu'aujourd'hui, nous voulons un renouvellement des élites. Et donc, de ce fait, vous allez passer au système maintenant des élections. Et c'est maintenant à ce moment-là qu'on est obligé d'intégrer ces élections-là. Mais ce n'est pas un modèle qui a été développé chez nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure... En 90, à partir de 90. Les élections sont en 90, bien sûr. Je m'exclus en faux. Parce que, bien avant, les élections existaient dans nos pays. Même, il y avait des élections avec des candidats uniques. Par exemple. Il y avait des élections. Le parti unique, ouais. Le parti unique. Le parti unique avec des élections. Oui, avec des élections. Moi, dans mon pays, par exemple, à partir de 1975, on élisait les députés à l'Assemblée nationale, même au sein du parti unique. Oui, non, il y avait... Moi, je me rappelle qu'en 1980, on a élu... Vous avez bien dit une expression particulière, le parti unique. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on reprend ce n'est pas la démocratie. Mais attends, mais je parle du multipartisme, l'ouverture au multipartisme. Oui, mais non, c'est la démocratie, le multipartisme. En 1990, on a assisté à l'arrivée du multipartisme. Mais tu sais pourquoi c'était encore, je parle même pas des États-Unis, mais la France, la Baule, François Mitterrand. C'est lui qui, en infantilisant, honnêtement, moi, il faut revoir ça, moi j'ai eu honte. En infantilisant, ils ont dit désormais, si vous n'êtes pas dans un processus démocratique comme le nôtre, vous n'aurez plus les aides. Vous n'aurez plus de et le pire, c'est que qu'est-ce qu'on a eu? C'est à ce moment-là, effectivement, les années fin 80, début 90, on a eu des multitudes de pays qui se sont mis dans des assises de transition démocratique. Mais au lieu qu'on aille vers un consensus démocratique, on s'est retrouvé sur, par exemple, deux ethnies, le côté clanique, les côtés... en tout cas, en disant, c'est à cause d'eux qu'on n'a pas ça. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu pas mal de petites guéguerres, que ce soit au niveau clanique, que ce soit au niveau même des ethnies, par exemple même en Afrique centrale. Et c'est à ce moment-là qu'on se rappelle de, comment il s'appelle, c'est Denis Sassou Nguesso et je crois que c'était Dissouba à l'époque. En tout cas, il y a eu... Moi, ce que je veux dire, ce que vous voulez dire, c'est quoi? C'est que ça a été imposé de façon arbitraire. Et puis, pour le coup, les pays n'étaient pas prêts pour finalement cette démocratie-là, et donc ça s'est fait de façon un peu le discours de la Baule a chamboulé pas mal de choses au niveau des pays africains. Il a parlé tout à l'heure de la fin de la guerre froide avec la défaite de l'Union soviétique, et on a assisté même après comment je dis, la chute du mur de Berlin. C'est à ce moment-là qu'on a assisté à cette prise de conscience de la part des Occidentaux et qui l'ont déversé sur les Africains, et ceux-là ont décidé d'aller pour la plupart du temps à des conférences nationales. Rares sont les pays africains, comme la Côte d'Ivoire par exemple, qui n'est pas allé à une conférence nationale, mais qui a ouvert son système au multipartisme. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau des conférences nationales? C'est vrai, il y a eu de nouveaux hommes politiques qui sont arrivés. Il y a eu un chamboulement, il y a eu mais un renouvellement de la classe politique. Voilà, il y a eu un renouvellement de la classe politique. Mais ce qu'on constate, c'est que ces hommes-là qui sont arrivés ont carrément bousillé les atouts démocratiques qui sont sortis des conférences nationales. Et c'est ça, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure, je dis, les hommes africains sont le mal de la démocratie dans nos pays. On aura beau prendre un règlement, toutes les règles possibles, mais tant que les hommes africains ne sont pas démocratiques dans leur tête, c'est pourquoi elle a parlé de social libéral, gérontocratique. Social libéral et gérontocratique. Ils ne vont même pas écouter la gérontocratie. En gros, pour vous, peu importe le système, peu importe le modèle qu'on prendra, quoi qu'il en soit, les politiques vont faire en sorte de trouver leur intérêt et de mettre de côté ce qui a été choisi. Depuis la nuit des temps, ça existe. Parce que ce n'est pas adapté. Voilà, est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas adapté ou, comme vous dites, parce que tout simplement, chacun a son intérêt? Moi, je mets ça sur les hommes politiques. C'est les hommes politiques qui ont galvaudé le système démocratique dans nos pays. Parce que, dites-moi, quand les indépendances sont arrivées, qui a enlevé le multipartisme dans les constitutions? Ce sont des hommes, en disant non, il faut être ensemble, il faut se réunir. Mais la question, c'est la question. C'était pour des dictateurs plutôt. La question là où on veut tendre, c'est-à-dire que la démocratie normalement doit permettre le développement économique et politique.
Tout à fait. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait une alternance, qui soit tous les 5 ans, tous les 10 ans, peu importe, est-ce qu'aujourd'hui, ça va nous conduire au développement économique? Parce que c'est ça la démocratie. Le but de la démocratie, c'est de permettre à chacun... Mais est-ce que faut-il forcément la démocratie pour pouvoir se développer? Non. Voilà. On le voit bien avec le modèle chinois. Par exemple, ils ne sont pas du tout une démocratie. Il y a un pouvoir autoritaire très fort, et avec des hommes qui sont visionnaires et qui veulent le développement commun. Et dans ce cas-là, il y a le développement. C'est pour ça que moi, je pense qu'on est plus... C'est pour ça que je pense qu'on est plus... Il y a des élections au niveau du parti. Oui, au niveau du parti, mais ça reste le parti. Ce n'est pas de la démocratie. C'est un seul parti qui fait sa soupe interne et qui, entre guillemets, maintenant, élit ses représentants. Mais nous, je pense qu'on est plus, nous en tout cas en Afrique centrale, et je pense aussi peut-être en Afrique de l'Ouest, je pense qu'on est plus dans un modèle économique, un modèle politique qui serait avec des hommes forts qui ont une vision pour leur peuple, un amour pour leur peuple. Avant de parler de diverses élections, je pense que c'est pour des républiques plus matures. Mais le pire hein, c'est le modèle démocratique qu'on voulait imposer, le modèle démocratique à l'occidental. Si on se réfère maintenant même avec tout ce qui s'est passé, les coups d'État, etc., c'est que le domaine, au niveau politique, c'est, quel qu'il en soit, passer au niveau des votes, et celui qui gagne, c'est celui qui a 51% et plus. Ce qui se passait généralement, c'est qu'après, ça devenait une course au pouvoir. On écartait les personnes qui pouvaient vous éviter d'avoir les 51%. Et même mieux, un taux de participation même à 20%. Parce qu'on a vu pas mal de moins pays. De 20% même, parfois. Non, mais beaucoup de pays où les opposants, on les mettait de côté jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils disaient c'est biaisé, je boycotte. Et quand on disait je boycotte les élections, les tenants du pouvoir sont contents. Parce qu'ils se disent, quoi qu'il en soit, on ira et puis on voit certains scores. Le problème qui s'est passé dans les années là actuellement, c'est que quel que soit le modèle économique, les gens disaient, on aura nos financements, on aura nos aides parce qu'on est un modèle démocratique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu les abus de certains chefs d'État, on disait, ah mais c'est pas grave, hein, c'est un modèle démocratique. Et dès qu'il y a eu un renversement, on dit, ah non. Donc en gros, ce que vous dites, Babadem, c'est que finalement tout ça c'est fictif. C'est-à-dire que les États africains disent, ok, oui, nous sommes un pays démocratique, juste pour avoir les fonds. La bolle. Juste pour pouvoir être tout simplement intégré dans le système mondial et d'avoir les fonds nécessaires, de pouvoir participer à l'ONU, etc. Juste pour ça. Surtout que c'est surtout par rapport à ça, hein, c'est parti de la bolle. Nous, ce qu'on veut, c'est que la population puisse participer. La vraie démocratie. La vraie démocratie. Et même ce qu'il disait par rapport au niveau des cultures, que ce soit la gérontocratie ou les sages, les grands sages, sont des modèles d'apaisement sociaux ou social. En tout cas, sont des modèles qui permettent l'apaisement. Il y a des sages, le Moro Naba au Burkina Faso, il y a des guides religieux au Sénégal, d'autres personnes au niveau de la culture. On doit tout mettre, parce que là, on nous met démocratie, liberté. Et même quand on nous dit liberté d'expression, il y en a qui se permettent même d'aller remettre en cause certains statuts qui créent... et le problème aussi, c'est que vous prenez le cas du Togo, le cas de la Côte d'Ivoire, on a eu ce cas, la Guinée. Des gens qui sont du Nord ou des gens de la forêt ne voteront jamais une personne du Sud. Évidemment, le clanisme existe toujours. Et c'est ça, le clanisme, le clientélisme et tout ça. Donc il faut créer un obstacle pour la démocratie. Absolument. Donc mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox Live, votre émission. Petit moment de pause et on revient. Le modèle démocratique est-il adapté aux pays africains? Oui, non, pourquoi? On y répond ici. De retour sur le plateau de Vox Live avec nos 3 invités. Aujourd'hui, on parle démocratie. Est-ce que la démocratie, est-ce que le modèle démocratique est adapté aux pays africains? Alors, certains disent oui, certains disent non. Vous insistez sur le fait que oui, la démocratie doit être installée sur le continent africain, mais le problème, ce sont les hommes. Oui, c'est ceux qui mènent le bal au niveau de la démocratie qui posent problème. Mais pas le modèle. Le modèle doit être imposé en Afrique. En matière de démocratie, on sauve des règles. La Constitution, par exemple, est adaptée à tous les pays qui se l'arrosent. La Constitution ivoirienne est bien adaptée pour que le système soit démocratiquement parlant. Sauf que, même ceux qui sont garants de cette Constitution, la sabotent. Ils sont antidémocratiques. Ils sont antidémocratiques. Ils écartent carrément la Constitution quand ça les arrange. Est-ce que vous voyez? Donc pour le coup, je reprends le point de Frédéric qui dit que
Oui, la démocratie, c'est bien, c'est beau sur le papier, mais elle n'est pas adaptée aujourd'hui au continent africain. Parce que les hommes, finalement, le problème avec Frédéric, c'est qu'il dit c'est bon. Mais le problème, c'est qu'on va encore entrer dans un schéma qui va nous faire perdre du temps. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut nous faire quoi? Perdre du temps par rapport à quoi? Mais est-ce qu'on a d'abord déjà gagné du temps? On est d'abord où économiquement? Mais vous parlez de social, vous parlez de gérontocratie. Non, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la démocratie doit permettre le développement. Est-ce que avoir des institutions démocratiques et rester dans une situation où on ne se développe pas économiquement, est-ce que c'est aussi une bonne chose? Le plus important au jour d'aujourd'hui, c'est que chacun puisse s'y retrouver. Mais ce qu'il dit en fait, c'est que même si on met en place le système que vous proposez, ça ne fonctionnera pas parce que les hommes ne veulent pas. C'est ce qu'il dit en fait. On va passer plus de temps. Aujourd'hui, nous sommes en démocratie. On n'a jamais essayé. Oui, bien sûr. Nous sommes en démocratie dans la plupart des cas. On pense qu'on est dans un système démocratique, comme on le dit. Je le mets en griffe. Parce qu'à part le Sénégal, le Cap-Vert, le Ghana, et je fouille dans mon esprit pour trouver un autre Exactement, pays. oui, qui sont plus ou moins démocratiques, surtout le Cap-Vert. Et le Cap-Vert et le Sénégal. L'Afrique du Sud, on peut aussi citer. On assiste à un piétinement de la Constitution à tout instant. Et même les constitutionnalistes dans certains pays finissent d'écrire la Constitution, on la vote par référendum, le chef de l'État la bousille, et eux, ils viennent prendre le relais au niveau médiatique pour dire non, le chef de l'État, il connaît plus sa Constitution que nous-mêmes. Donc, s'il a bousillé, si vous jugez qu'il a bousillé, c'est que vous êtes dans l'erreur. Alors que c'est eux qui ont écrit cette Constitution. C'est eux qui l'ont validée. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Il n'était pas prévu que Ouattara soit candidat pour un 3e mandat. Constitutionnellement, ce n'était pas prévu. OK? Mais il s'est positionné parce qu'il aurait perdu son Premier ministre et dans tout son parti, selon lui, il avait formé un seul ministre, un seul monsieur qu'il avait préparé pour prendre sa place. Et ça a été adoubé par Macron. Donc, quand on parle aussi de la démocratie en Afrique, je dois un regard sur la France aussi, par rapport à ses rapports avec ces pays-là. Mais le Tchad, il faut regarder le Tchad. Ce que je souhaite exprimer, et qui est, je pense, fondamental. Non, laisse-moi juste finir. Je te prie de... Je ne vous accuse pas. Laisse-moi juste finir. Ok, allez-y. Ce que je souhaite exprimer et qui est fondamental. Non, mais vous pouvez me tutoyer, il n'y a pas de problème. Restons, vous voyons-nous. Ce que je souhaite exprimer et qui est fondamental, c'est le fait de comprendre que la démocratie, aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est implémentée aujourd'hui, ne nous correspond pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de résultat. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... certes, on est des républiques qui sont jeunes, mais nous ne sommes pas dans un... Nous devons aussi aller vite parce que nous sommes dans un monde mondialisé et donc il faudrait faire face aux enjeux. Et je ne pense pas que le système démocratique avec des élections tous les 10 ans... Tous les 10 ans par exemple, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Quand je parle de tous les 10 ans, en général, c'est 2 mandats. Aujourd'hui, avec le changement de régime, le changement plutôt de vision économique est une bonne chose. Je pense qu'on doit s'inscrire sur plutôt des modèles économiques qui sont de l'ordre du macro, c'est-à-dire 20, 30 ans, 50 ans, où on développe donc le pays avec des leaders qui, entre guillemets, se reproduisent, mais pas des leaders qui se reproduisent tels qu'on en a aujourd'hui. Non, des leaders qui se reproduisent avec une réelle vision et qui veulent réellement développer les choses et qui ont un agenda bien clair et qui disent que d'ici à 20 à 30 ans, on aura développé telle route, on aura développé telle chose. Et le peuple, entre guillemets, va y gagner. Et ensuite, maintenant, après ça, on commence maintenant à voir. Voilà, est-ce qu'on ne peut pas changer de modèle? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à quelque chose où on est maintenant, entre guillemets, on s'essouffle? C'est ça que vous inscrivez dans votre paradigme social c'est ça, oui, gérontocratique. Pourquoi? Parce que si on se base sur la gérontocratie, ce sont les anciens qui dirigent. Mais les anciens, le social vient pour dire qu'on écoute aussi les jeunes. C'est-à-dire qu'on fait du social. Les jeunes entre guillemets, qui sont au fait d'aujourd'hui et qui peuvent apporter quelque chose pour le développement du pays, on les incorpore. Mais c'est quand même étonnant pour un jeune comme vous qui défend la gérontocratie. Non, la vieillesse au pouvoir. Parce que je me fais violence. C'est-à-dire que je regarde les réalités. Et surtout pour un continent aussi jeune, avec une population aussi jeune importante. Les réalités de nos villes. Ce que vous voulez dire, c'est que quoi qu'il en soit, les vieux ne laisseront pas la place. Je vais juste prendre un exemple bien ciblé.
et sur la famille africaine, de manière générale. Lorsqu'un père est vivant, lorsque le papa est vivant, c'est lui qui gère. C'est-à-dire que c'est lui qui gère les affaires familiales, c'est lui qui gère les problèmes familiaux. Et les enfants sont en retrait. Jusqu'à ce qu'il y a deux possibilités qui s'offrent. Soit le papa s'en va parce qu'il décède, ou soit le papa dit à l'enfant, bon, je ne me sens plus apte, viens gérer. Donc on est dans cette... C'est comme ça que les enfants aussi peuvent prendre le pouvoir parce qu'ils sont arrivés à un certain niveau. C'est comme ça que en général, la société africaine s'organise comme ça. Et donc de ce fait-là, pourquoi ne pas épouser nos spécificités? Vous voulez transposer donc voilà, la famille africaine au régime politique africain. Baba, vous en pensez quoi? Après, on oublie aussi que c'est Obama qui était venu, je crois, au Ghana, qui disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais des institutions fortes. Moi, je pense que c'est les deux dont on a besoin. Et c'est surtout les règles. Et quand on parle de démocratie, c'est la participation du peuple aux affaires ou au niveau de la souveraineté. Et le problème est que quand quelqu'un devient président, par exemple, on ne dit jamais assez que c'est les impôts du citoyen qui permet à cette personne d'être là. Là, on a un côté contraire. La République à la française, c'est le président roi. Le président décide. Donc, dès qu'un ministre va dans un village amener un forage, on ne va pas dire c'est notre comment on appelle ça? Contribution, nos impôts, exactement. Mais c'est tel qui arrive. Autre chose, dans un développement, que ce soit le développement social ou le développement économique, les politiciens, malheureusement, ont montré que l'échelle sociale, en tout cas l'échelle où on peut avoir le tremplin le plus rapide pour devenir riche, par exemple, c'est de passer par la politique. Et c'est on trouve, le Sénégal, heureusement, a sauvé, la démocratie était en danger. Mais le problème de cette démocratie, c'est que maintenant, les compétences fuyaient, ou les cerveaux fuient la politique parce qu'ils se disent non, on me mettra pas dans ce même mélange et que la politique est sale. Et généralement, on a des députés, c'est ceux qui savent mobiliser, c'est ceux qui savent insulter. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des contrôles. Si on arrive à avoir des contrôles, parce que là, maintenant, ce qui se passe, c'est que je viens de telle région, il faut que mon ethnie la gagne. Et là, on a un vote, mais on ne voit pas d'échange de programmes. Demandez aux différents partis vos programmes. On n'est plus sur les compétences, on n'est plus sur la méritocratie. Sur l'ethnie, sur les régions. Et comme on disait, une personne du Nord ne va jamais être élue de l'autre côté. Une ethnie. Et donc vous êtes d'accord avec Armand Héré quand il dit que finalement c'est un problème d'homme plutôt qu'un problème de système? S'il y avait un contrôle, par exemple, on élu un président sur son vrai programme, mais entre-temps, il y a un véritable contrôle. C'est-à-dire que telle personne nous a amené à ça. Ça nous permettrait d'éviter parce que s'il y avait des contrôles, un président, on se dit ce qui se passe peut-être un peu au Rwanda, au Ghana avec, comment il s'appelle, le chef d'État, l'ancien chef d'État, là, Rawlings, qui mettait vraiment des systèmes de contrôle. Mais il arrive au pouvoir par coup d'État. Oui, mais après bon, on a vu ce qu'il a permis de mettre au Ghana, qui devient même un modèle de démocratie. C'est que quand tu deviens président, tu as des devoirs. Et ces devoirs doivent être contrôlés. Mais sauf qu'une fois que tu es au pouvoir, tu as tous les pouvoirs et tu ne rends pas compte. Mais ces personnes vont tout faire pour rester au pouvoir. Donc vous êtes d'accord avec M. Armand Héré que quoi qu'il en soit, quoi qu'on puisse proposer comme modèle à la tête, ça ne fonctionnera pas. Même le modèle que propose Frédéric, vous n'y croyez pas? Non, j'aurais mis peut-être dans la case des sages. Mais si on doit attendre que nos aînés fassent Non, en fait... Pour le développement, ça va être compliqué. Comment je me situe? C'est-à-dire que je ne veux pas forcément... C'est-à-dire que je ne plébiscite pas ce modèle-là. Je ne suis pas en phase avec ce modèle-là. Je donne surtout des exemples. Une orientation. Voilà, ce qui pourrait marcher. D'accord. Parce qu'on se rend compte que la démocratie ne fonctionne pas telle qu'elle est transposée aujourd'hui. Vous faites un constat. Voilà, vous regardez comment l'Afrique fonctionne, comment les familles fonctionnent, et vous vous dites, OK, la meilleure façon d'avancer pour le continent africain, ça serait de mettre en place le système que vous proposez. Au moins d'essayer. Au moins d'essayer. Voir comment ça se passe. Peut-être au niveau des communes d'abord, dans un premier temps. Parce que déjà, ça se passe ainsi. Lorsque, par exemple, il y a des votes, en général, dans des votes pour les présidentielles ou pour autres députés, etc., c'est le chef du village, entre guillemets, et parfois, qui donne les consignes de vote en général, et tout le monde suit. Donc peut-être qu'il faudrait aussi pousser en se disant que pourquoi pas mettre en place des cours d'éducation civique pour éduquer les personnes à se conscientiser, à se politiser, pour qu'ils puissent eux-mêmes décider. Mais pour l'instant, le modèle qu'il y a dans les villages, c'est souvent celui-là. Mais est-ce qu'on peut lui reprocher de vouloir essayer quelque chose
Parce qu'aujourd'hui, la démocratie ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut lui reprocher? Pas Bien ça. sûr. Mais on veut dire, je disais tout à l'heure, vous dites on perd du temps, énormément etc. de temps. Regardez par exemple, je vais prendre un exemple. Au Niger, au bon vieux temps, il y avait une démocratie parlementaire, mais avec assez de pouvoir pour le président de la République et énormément de pouvoir pour le Premier ministre. Est-ce que vous comprenez? Et on arrivait à quoi? On arrivait à ce que le pays soit carrément bloqué. C'est-à-dire que le président a ordonné ça, le Premier ministre dit non. Autre chose, oui. Et comme ils n'arrivent pas à faire la part des choses, le pays est bloqué. Mais j'ai une question, on perd du temps par rapport à qui ou quoi? Enfin, vous parlez de on perd du temps par rapport à quoi? Ce que je veux dire, c'est que la démocratie en elle-même, aujourd'hui, en Afrique, on perd énormément de temps parce qu'on finit de voter, c'est carrément des dictateurs qui prennent le pouvoir. Okay? Même s'ils ont été élus. On a beau me dire que Alassane Ouattara est un démocrate, je vais ouvrir mes yeux ronds et dire que c'est un sujet à débattre. Donc, c'est vrai, quand je parle de perte de temps, c'est que on va aller voir les vieux. Les vieux vont mettre du temps pour gérer une affaire de construire un hôpital dans une ville donnée. Je n'ai pas le timing idéal, mais je me dis, on prend en hiérarchie, on prend les vieux, on prend les jeunes, on prend les adultes et tout. Il y a un mélange. En fait, moi, qui va nous faire perdre du temps. Bien sûr, moi je reprends la question, peut-être que vous êtes un peu perdu. Il a dit on perd le temps par rapport à quoi? On perd le temps par rapport à quoi? Je suppose que ce que vous vouliez dire, c'est que quoi qu'il en soit, on doit aboutir à la démocratie. C'est ça que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'on peut tourner, on peut aller faire du social, etc. Mais le modèle idéal pour l'Afrique, c'est la démocratie. La hiérarchisation de son modèle que je ne fasse pas est un peu complexe. Il y a les vieux, il y a les adultes, il y a les jeunes, il y a les femmes et tout et tout. Il faut écouter tout ce monde-là. Bon, s'il y a... on va dire, on prend l'exemple de la construction d'un hôpital. En combien de temps va-t-on faire la part des choses au niveau du carnaval démocratique qu'il impose pour qu'on puisse trouver des fonds pour construire cet hôpital-là? C'est de ça que je parle. Prenons le temps dont on a besoin. Vous savez, le gros problème de l'Afrique en général, c'est qu'on veut aller plus vite que ce que nous devons aller plus vite parce que nous sommes les derniers. Modèle. Nous devons aller plus vite parce que nous sommes les derniers. Ce n'est pas parce que tu es dernier que tu dois forcément aller plus vite pour attraper les autres. Non, il faut prendre le temps de comprendre ce qui ne va pas chez toi et ensuite d'ajuster ton fusil, entre guillemets, et ensuite maintenant tu prends la route qui t'est destinée et peut-être que tu vas les rattraper. Mais si jamais vous commencez à faire... Surtout ce que pour aller dans ton sens, moi je pense qu'il faut vraiment mettre la population au cœur. C'est-à-dire... Comme ce qui s'est passé dans les années 90, il y avait vraiment tout ce qu'on appelait des assises, des forums, où la population devait... Mais sauf que, malheureusement, au lieu de dire des choses qui vont nous faire avancer, ils ont plutôt dit des choses qui... Ils se sont culpabilisés entre... Voilà. Et donc, si le peuple... On aurait pu mettre en place une démocratie à la Suisse. On met les gens dans la rue... Mais qu'on fasse un référendum, qu'on prenne le temps... Est-ce que ça va fonctionner? Non, mais... C'est ça le gros problème. Est-ce que votre modèle peut fonctionner? C'est ça le problème. Parce qu'il fonctionne déjà. C'est déjà le modèle africain que je suis en train de décrire. Dans la famille. Dans la famille. Et même dans les villages. Mais regarde, les communes, c'est souvent les communes qui portent la démocratie, même ici en Europe, c'est-à-dire on élit le maire, on élit les députés, on élit les représentants. On élit. Oui. On élit. On vote. Et il y a autre chose, la Constitution. On choisit. Il y a autre chose, la Constitution. Dans la plupart de en tout cas des pays francophones, c'est la Constitution copie-collée de la Constitution française. Exactement. C'est pour ça. Et même le code civil, même le code civil, c'est le même. Même le code pénal. Chez nous. C'est pour ça que je pense que le peuple, en tout cas, moi je reviens toujours à ça, consultons le peuple jusqu'au fin fond du village, on met ensemble. Parce que généralement, dès qu'on veut toucher à la Constitution... les partis politiques alors? Non, eux tous, mais on crée notre propre démocratie. Non, tout doit être inclusif. Pour le coup, Baba, moi je vous pose la question suivante. Est-ce que le peuple, tout simplement, le peuple africain, des pays africains, sont-ils prêts pour finalement avoir ce pouvoir? La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Est-ce que le peuple africain, les peuples africains sont prêts pour détenir ce pouvoir-là? Parce que comme vous le dites, on a tenté de faire des séances, des discussions, etc. Finalement, ça n'allait pas dans le sens de l'amélioration, mais ça s'écartait. C'était... Personnellement, je pense que démocratie et élection ne peut pas être dissociée de l'économie. Et ça, c'est très important de le dire. Pourquoi? Parce qu'en général, les personnes qui sont élues
dans les communes au Cameroun, par exemple au Cameroun ou bien dans d'autres pays d'Afrique, ce sont des personnes qui ont les moyens financiers et qui sont capables de financer leur campagne. Tandis qu'ici en Europe, par exemple, c'est différent. C'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un, un professeur, qui se lance et qui devient député, qui devient maire, etc. Donc le gros problème qu'on a donc avec la démocratie et par rapport aux élections, c'est que les gens, entre guillemets, ne peuvent pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment faire émerger des personnes du peuple. Et donc il y aura toujours cette question à l'argent. Donc comment on fait? C'est-à-dire soyons réalistes, parce que c'est vraiment, il y a des problématiques terrain. Aujourd'hui, quand vous parlez d'éducation civique, à savoir pourquoi on vote, etc., il y a des informations, il y a de la sensibilisation qui doit être faite. Absolument. Pour pouvoir finalement avoir un peuple conscientisé qui pourra prendre le pouvoir et finalement tendre vers la démocratie que vous souhaitez. Je ne veux pas refaire le monde aujourd'hui, ici, sur ce plateau de Vox Africa. Ce que je veux dire, mettons des hommes qui ont une culture démocratique à la tête de nos pays et on va avancer. On va avancer économiquement, on va avancer socialement et on va avancer... Donc on reste avec la démocratie? On reste avec la démocratie. C'est ce que on reste avec la démocratie? Moi, je pars sur le principe qu'on doit revoir cette démocratie. Si le peuple est d'accord avec cette démocratie en forme de référendum, et quand je parle de référendum, c'est des référendums par rapport à tous les citoyens qui ont plus de 18 ans, qu'on les oblige à, en gros, c'est-à-dire participer au référendum. Pour moi, une fois que c'est fait et acté, on peut y aller directement. Et c'est pour ça que je parle par exemple du cas du Rwanda. Moi, ça ne me dérange pas, par exemple, la longueur de... Il y en a qui disent 2 mandats de 5 ans. Le problème qui se passe en Afrique, c'est que quand vous faites 2 mandats de 5 ans, la personne va mettre au bout de la 3e année, le président va penser à sa réélection. Donc au bout de la 3e année, au lieu de mettre des compétences, il va mettre des politiques qui vont assurer sa réélection. Et ça, ce n'est pas un modèle de démocratie qui permet d'aller dans le développement. Moi, je pars du principe qu'on doit refaire un référendum, même au niveau des langues nationales. C'est-à-dire qu'un peuple qui ne se sent pas concerné va se mettre à l'écart. Un peuple qui ne comprend tout simplement pas. En tout cas, il y en a, quand on regarde les chiffres... Et puis qu'on fasse les langues, qu'on explique certaines choses dans des langues nationales. Bien sûr, c'est difficile de l'impliquer dans les prises de décision. Les langues nationales. Oui, exactement. Mais, donc, la question, je vous la pose aussi à vous. Alors, la démocratie pour l'Afrique, la démocratie est-elle adaptée au continent africain? En tout cas, la démocratie dont on a défini les termes ici. On revient il y a déjà de la démocratie en Afrique. C'est-à-dire que moi, je me base toujours d'un point de vue des villages. C'est-à-dire qu'on consulte l'ensemble pour pouvoir le faire. Donc, mais la différence... Est-ce que c'est adapté? C'est seulement qu'il faut l'adapter à notre modèle social. On ne peut pas faire de la démocratie, on ne peut pas la transposer parce qu'on a des pressions externes. Et vous en avez parlé, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, on n'applique pas la démocratie telle qu'elle en Europe, on a des pressions de part... on peut sortir des traités, on peut nous faire sortir de la mondialisation. Je prends par exemple, on a parlé des États-Unis, de l'AGOA par exemple, c'est un moyen de pression sur nous. Donc, je pense qu'il faudrait plutôt l'adapter à nos réalités, à nos modèles sociaux et aussi à notre vision des choses. Donc, pour le coup, vous êtes d'accord avec Armand Hiré, à savoir, on reste sur un modèle démocratique pour le continent africain et puis il faut l'améliorer. L'améliorer et surtout changer le mindset. Tout à fait, le mindset. Des hommes. Il faut trouver des démocrates selon vous. Pour gérer cette démocratie. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Nous sommes avec notre cher Armand Hiré, monsieur Frédéric Tchongui ainsi que Babadem. Si vous souhaitez participer à cette émission, si vous souhaitez réagir à cette émission, eh bien n'hésitez pas en commentaire sur YouTube et on est bien sûr sur Vox Africa. Allez, rendez-vous demain pour un nouveau numéro de votre émission. Merci. Merci. Pour célébrer 2 ans de travail, de réalisation et de progrès, la compagnie du Transguinéen CTG organise un événement exceptionnel pour montrer le chemin parcouru et se projeter vers l'avenir. CTG est une co-entreprise entre l'État et les partenaires industriels, notamment Baowu, Rio Tinto, Winning Consortium Simandou WCS, sous le haut patronage du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et avec sous sa responsabilité directe le comité stratégique de Simandou, cet événement sous le thème « Un pont vers la prospérité » mettra en lumière les avancées significatives du projet. La consolidation du co-développement après 2 ans d'efforts et de négociations, closing financier, la mutualisation des coûts et les risques,
En parallèle de l'accélération des travaux sur le terrain, la compagnie du Transguinéen célèbre cette année son parcours exceptionnel. Sous la vision éclairée du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui fait personnellement un suivi rigoureux de ce projet, Simandou avance à grands pas, transformant la Guinée en un hub industriel mondial du fer et de l'acier. Simandou, le projet de l'espoir et de la prospérité, va contribuer à améliorer considérablement le bien-être de notre population. Les 29 et 30 juillet, rejoignez-nous pour découvrir comment le projet Simandou, sous la direction visionnaire du président Mamadi Doumbouya, change durablement le paysage socio-économique de notre nation. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et sur www.unpontvers-la-prospérité.com pour suivre cet événement inédit. La compagnie du Transguinéen, construire l'avenir ensemble. Vox Africa. Vox Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine. Vox Africa.